Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1. On va faire la présentation du premier Grand Prix de la saison. C'est le Grand Prix le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Shakir, qui va ouvrir cette saison 2022 de Formule 1. On va faire une présentation détaillée, on va revenir sur la course de 2021, on parlera des dernières infos, des statistiques sur cette course, des enjeux également pour ce Grand Prix. Je vous parlerai également du programme télé, et puis il y aura toute une séquence pronostique. J'ai été me renseigner au niveau des entreprises de paris sportifs pour voir un petit peu quelles sont les cotes juste avant ce Grand Prix. J'enregistre, nous sommes le 15 mars, il est 13h30 et on commence tout de suite donc cette présentation du premier Grand Prix de la saison du côté de Bahreïn. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches, et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics sur cette première course de la saison. Bahreïn, c'était déjà une course en 2021, course qui avait eu lieu en tout début de saison, hein, c'était déjà le premier Grand Prix, et c'était Lewis Hamilton qui s'était imposé devant Verstappen et Bottas. Il y avait... Red Bull avait dominé sur le week-end, avait eu un Grand Prix compliqué, notamment à cause d'un problème de différentiel qui avait fait surchauffer les pneus des Red Bull, et Verstappen n'avait pas pu s'échapper sur le premier relais, et ce qui avait permis à Hamilton de revenir notamment en fin de course. Notamment, il y avait eu un moment assez... particulier pendant ce Grand Prix, avec le problème des limites de piste au virage numéro 4, où Lewis Hamilton, pendant une grande partie de la course, était allé très très loin avant de recevoir un drapeau blanc et noir. Et en fait, c'était Verstappen qui avait tenté de dépasser à ce moment-là, et il va redonner sa position. Mais c'était déjà la première polémique Michael Masi de la saison, et qui en appellera plein d'autres, ce qui fait que Michael Masi a été lourdé du côté de la FIA. Donc Grand Prix remporté par Hamilton devant Verstappen, alors qu'en qualification c'était l'inverse. Bottas, on avait eu également la 9e place de Yuki Tsunoda, qui mettra beaucoup de temps ensuite pour marquer des points. Ça avait été une course compliquée pour les Français, avec un Pierre Gasly seulement 17e, qui avait eu des dégâts sur sa voiture, et puis Esteban Ocon, les Alpine Renault, qui avait eu un premier Grand Prix compliqué avec un Fernando Alonso pas du tout à l'aise dans la voiture. Mazepin nous avait déjà fait un sacré numéro également, notamment en qualification, en dépassant tout le monde et en ne respectant pas le driver agreement, hein, le règlement un petit peu tacite entre les pilotes, pour ne pas dépasser et ne pas modifier sa position lors du tour de sortie avant un tour rapide de qualification. On passe à 2022 avec le circuit, le top 3 des virages pour moi de cette piste de Shakir. Le premier virage compliqué, je vous montre cette carte, c'est le virage numéro 4. Pourquoi le virage numéro 4 ? Parce que, comme vous l'avez vu précédemment, c'est un virage sur lequel on peut sortir énormément à l'extérieur. Il y a vraiment un grand espace avec pas mal de goudron. Et c'est un virage, on n'a pas l'impression comme ça, mais qui est en montée. C'est-à-dire que c'est quasiment l'endroit le plus haut du circuit, ce virage numéro 4. C'est-à-dire qu'on arrive de l'enchaînement en numéro 2, numéro 3, accident de Romain Grosjean à la sortie du numéro 2. Et on monte comme ça, toute la ligne droite entre le virage 3 et le virage 4 étant montée. C'est-à-dire qu'on monte. Et là, il faut réussir à choper ce virage 4 alors qu'on ne voit pas vraiment la corde, et surtout on ne voit pas la sortie du virage quand on est pilote de Formule 1. Donc c'est vraiment un virage pas facile, parce qu'on aurait tendance à vouloir sortir au loin, sauf que ça peut vous faire perdre du temps également. Donc faut pas être arrêté non plus dans ce virage-là, faut bien ouvrir le volant. C'est pas une zone facile, surtout que c'est un des rares virages, peut-être, encore sur le circuit on peut pas mal dépasser, on peut être à 2 ou 3 de front également. Donc il faudra faire attention au virage 4. Bien entendu, deuxième virage difficile pour moi, c'est le virage numéro 10. Cet enchaînement 9-10 qui est très compliqué, qui est un défi déjà en temps normal pour les pilotes, pour une raison extrêmement simple. On va être obligé de freiner, le volant tourné, et surtout
il y a un petit dévers dans ce virage-là. C'est-à-dire que souvent la roue intérieure n'est plus en contact avec le sol par rapport à la roue extérieure, ce qui fait que souvent la roue intérieure bloque. Et ça va être encore plus le cas cette année avec ces nouvelles Formule 1 qui ont tendance à bloquer très facilement les pneus, avec des suspensions qui sont rigides. C'est vraiment un virage qui ne sera pas facile, le virage numéro 10, encore plus cette année avec ces nouvelles Formule 1. Et c'est un vrai défi. Pour moi, c'est un virage qui est très très compliqué. C'est peut-être dans le top 5 ou dans le top 6 des virages les plus compliqués de la saison de Formule 1. Pourtant, il a l'air insignifiant comme ça, mais le freinage est vraiment très très difficile. Et il faut vraiment et réussir à faire ça pendant 57 tours, c'est vraiment un défi. Et puis, tout à la fin du circuit, le virage numéro 14, là aussi, qui conditionne toute la ligne droite des stands, qui est la plus longue du circuit. Pas un virage facile. On arrive du virage 13, longue ligne droite encore. En descente, le freinage 14 du 14, il est en légère descente. Et il faut réussir à prendre le point de corde, mais surtout l'objectif est de garder énormément de vitesse. Il faut surtout soigner la sortie qu'on a indiqué là avec un virage 15, mais soigner la sortie, ne pas aller au-delà du vibreur parce que là c'est éliminatoire quasiment, et faire attention parce que c'est également un endroit où on a pas mal de poussière sur le circuit parce qu'on est tout à un bout du circuit, donc vraiment faire attention avec le 14. Éviter de prendre la corde, plutôt passer à l'extérieur et surtout tenter de conserver un maximum de vitesse et soigner la sortie pour avoir un maximum de vitesse max pour le dernier virage. On passe au départ. Le départ qui est plutôt facile du côté de Bahreïn. C'est pas le circuit le plus difficile au niveau de la zone de départ. Vous le voyez en statistique. Le poleman a réussi à remporter 38%, quasiment 39% des grands prix depuis la création de cette course. Quand vous êtes en première ligne, vous avez plus de 50% de chances de gagner le Grand Prix, quasiment 60% de chances de plus de 60% de chances de gagner le Grand Prix, pardon. Et puis le vainqueur le plus éloigné sur la grille de départ, il partait de la 5e place. Donc vous voyez, il faut faire des bonnes qualifications pour s'imposer à Bahreïn. C'est une des clés, avec une ligne droite qui n'est pas forcément extrêmement longue. Par contre, il faut faire attention. Le premier virage, qui n'est vraiment pas simple, et puis surtout le 2 et le 3, ne pas reproduire l'accident qui a brûlé la main de Romain Grosjean. On poursuit avec ce Grand Prix et puis les dernières infos, les dernières statistiques avant ce week-end de course. Alors du côté des statistiques, eh bien il faut savoir que ça sera le 200e Grand Prix de Sébastien... pas du tout le 200e Grand Prix de Sébastien Vettel, c'est que Sébastien Vettel a célébré son 200e Grand Prix en 2018 sur cette piste. Mark Webber avait atteint également 200 Grands Prix sur ce même circuit, et quand on sait que les deux n'étaient pas vraiment amis, c'est assez drôle. Stoffel Vandoorne a fait son premier Grand Prix sur cette piste en remplaçant Fernando Alonso qui avait eu des petits soucis au dos, et c'est fait partie de ces pilotes Vandoorne qui avait marqué un point lors de son premier Grand Prix. En 2011, je rappelle que la course n'avait pas eu lieu suite à des manifestations monstres. Le printemps arabe avait eu lieu également du côté de Bahreïn. Et c'est la 18e édition du Grand Prix de Bahreïn, première édition en 2004. Il y a eu également un autre passage à Bahreïn. Vous vous souvenez forcément de ce Grand Prix de Shakir en 2020 qui avait été très spectaculaire. Et depuis 2014, pour célébrer les 10 ans du Grand Prix, eh bien le Grand Prix a lieu de nuit parce qu'avant le Grand Prix avait lieu de jour. Et c'était vraiment un Grand Prix difficile, notamment au niveau des conditions climatiques où il faisait toujours très très chaud. Faire attention également, j'ai oublié de le préciser, Bahreïn est l'un des circuits les plus difficiles au niveau des freins. C'est un circuit où souvent on a des soucis au niveau de la séquence des freins. Voilà pour les statistiques du côté de ce Grand Prix. Les dernières infos, eh bien, une info un petit peu people, j'ai envie de dire, avec Lewis Hamilton, qui veut changer de nom. En fait, Lewis Hamilton, c'est le nom de son père, Hamilton, et il voudrait accoler le nom de sa mère, donc c'est-à-dire s'appeler Lewis Hamilton
l'arbalestier, l'arbalestier comme ça en anglais. Voilà, Lewis Hamilton qui a entamé des mesures administratives, voilà, pour pouvoir le nom de sa mère. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'en plus c'est Sir Lewis Hamilton, pas forcément facile pour le sextuple champion du monde de Formule 1. Donc voilà, ça sera l'objectif pour lui de changer de nom. On verra si donc au cours de la saison on a Lewis Hamilton ou Lewis Hamilton l'arbalestier. Autre info du week-end, avant ce week-end de course, eh bien les Formule 1 qui prennent encore du poids. Je rappelle que dans la réglementation, normalement les Formule 1 devaient faire 790 kilos. Et que quasiment aucune équipe 792 même précisément, aucune équipe n'est à la limite à part Alfa Romeo. Il y a eu une réunion en urgence de la part de toutes les écuries de Formule 1. Les équipes de Formule 1 voulaient avoir 5 kilos supplémentaires, c'est-à-dire que les F1, le poids limite des Formule 1 soit à 797 kilos. Alfa Romeo a refusé pour 5 kilos, mais a autorisé 3 kilos supplémentaires. Donc au niveau de la réglementation, les voitures feront 795 kilos avec pilote plus le poids de la voiture. Ça montre la difficulté de ce nouveau règlement également. Et ça montre aussi que certains pilotes vont peut-être faire des régimes. Pourquoi ? Parce que là, pour le moment, toutes les équipes ont l'impossibilité de mettre du lest, sauf Alfa Romeo. Or, le lest, ça permet d'améliorer le comportement de la voiture. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans certaines équipes, on demande aux pilotes de faire des efforts au niveau du poids, ce qui est arrivé pendant quelques années en Formule 1 quand le poids limite était vraiment pas facile à respecter, où on demandait aux pilotes, voilà, pour améliorer la répartition du lest, de faire des régimes, voire on se souvient tous de j'ai oublié son nom, Ericsson qui est maintenant en IndyCar, qui lui buvait 100 gourdes, donc ce qui était quand même assez extraordinaire pour essayer de limiter les problèmes de ce côté-là. Dernière info du week-end, l'inquiétude de Otmar Zandvoort, l'ancien directeur technique de Racing Point, nouveau directeur d'Alpine, qui s'inquiète des cafés entre aérodynamiciens. Ça veut dire quoi un café entre aérodynamiciens ? C'est-à-dire que vous avez une équipe A, par exemple Red Bull, qui déciderait d'utiliser le temps de soufflerie de son équipe B, AlphaTauri, pour limiter et contourner les limitations de temps en soufflerie pour améliorer sa voiture. Et le directeur technique d'Alpine parle de son expérience, notamment à l'époque de Brawn Grand Prix, où il explique qu'en 2008, Brawn Grand Prix, à l'époque c'était encore Honda, utilisait la soufflerie en Angleterre et également la soufflerie de Super Aguri. Et c'est même au Japon, dans la soufflerie de Honda, on va dire, où ils avaient découvert l'avantage du double diffuseur qui deviendra ensuite triple diffuseur, et cet avantage qui leur permettra d'être champion du monde. C'est pour ça qu'ils s'inquiètent de cela, avec notamment Red Bull ou Ferrari, Alfa Romeo, qui pourraient tenter d'avoir cette stratégie-là, surtout Ferrari et Alfa Romeo, parce qu'on a toujours su que la soufflerie Sauber est l'une des meilleures du monde. Donc les inquiétudes du côté de Otmar pour ces cafés entre aérodynamiciens. Les enjeux de ce Grand Prix, 4 enjeux cette semaine. Ferrari va-t-il dominer ce Grand Prix ? Est-ce que Ferrari de retour ? On a vu d'énormes progrès de Ferrari, un énorme travail en essai privé. Selon les suiveurs, on nous dit c'est la voiture qui semble plus au point pour le moment. Est-ce que Ferrari va dominer ce Grand Prix ? Est-ce que Ferrari va s'imposer à Bahreïn, va retrouver le chemin de la victoire ? Deuxième enjeu. Mercedes, l'équipe Mercedes. L'équipe est-elle vraiment en difficulté, comme ce que dit Hamilton, qui arrête pas un petit peu de chouiner, et on pourrait dire, en disant nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore au top, avec les propos de Pierre Gasly également, qui disait la voiture semble pas rouler de manière totalement efficace, ne semble pas régler de manière totalement efficace
quand il y a eu cette bagarre, on va dire, du côté des essais privés. Mais de l'autre côté, pour pondérer tout ça, tous les adversaires disent Mercedes fait tout le temps ça, de pleurnicher, et puis derrière, il nous colle une seconde en qualification lors de la première qualif de la saison. Donc c'est vraiment une question du côté de Mercedes. Moi, je serais plutôt à dire que Mercedes cache son jeu, parce qu'il ne se dévoile quasiment jamais lors des essais privés, mais peut-être que Mercedes est en difficulté. Je pensais également un petit peu ça l'année dernière, et puis on avait vu lors de la première course de la saison que la Mercedes n'était pas si évidente à piloter que cela. Et puis Haas sera-t-elle la grande surprise du milieu de tableau? C'est ce que pensent certains experts qui trouvent que la Haas est plutôt bien équilibrée. C'est une voiture qui a fait peu de kilomètres sur ses essais privés. Je disais qu'ils ont fait 2 fois moins de kilomètres que Ferrari, mais l'avantage c'est que du côté du clan Ferrari, à part Alfa Romeo, on a eu quand même peu de problèmes sur technique, pas trop de problèmes sur le moteur. Donc Haas, s'ils ont affabilité au moteur avec un moteur puissant, ça pourrait peut-être les aider à remonter dans le paquet. Et puis dernière question, dernier enjeu, est-ce que Julien Febvre va vomir pendant le Grand Prix à cause du phénomène de pompage sur les caméras embarquées? Est-ce qu'il résistera à l'appel du vomi? Ça c'est le dernier enjeu, parce que ça ferait quand même mauvais genre du côté de Canal+ d'entendre un Julien Febvre qui vomit en direct. Du côté des pneus, eh bien, on utilise la gamme la plus dure ce week-end du côté de Bahreïn avec C1, C2, C3. Ça montre également que du côté de chez Pirelli, on n'est pas encore assuré avec les pneus 18 pouces. Faut savoir que lors de la première course de F2 en 18 pouces, c'était à Bahreïn, on avait eu des pneus qui avaient délaminé lors de cette première course, donc on pourrait avoir des problèmes de pneus, des soucis de pneus, surtout qu'il n'y a eu que 6 jours d'essai. On a dû tester pas mal d'évolutions sur les Formule 1, donc on a peut-être un peu moins testé l'usure des pneus et la manière d'utiliser des pneus, donc il se peut que certaines équipes soient un petit peu en difficulté de ce côté-là. On passe au prono. Mes pronos à moi, j'ai décidé de mettre vainqueur Charles Leclerc, deuxième George Russell, troisième Carlos Sainz, parce que je pense que Ferrari est un petit peu au-dessus du lot, me semble un peu mieux préparé que les autres équipes et surtout très fiable. On va passer au pari chez Winamax pour le vainqueur de la course. Eh bien pour l'instant c'est Verstappen qui est en tête au niveau des cotes avec une cote de 3, une cote de 3,25 pour Lewis Hamilton et 6 pour Charles Leclerc. Donc ça reste encore une cote assez élevée autour de Charles Leclerc. Je rappelle que jouer est dangereux pour la santé, surtout ne mettez pas toutes vos économies dans les jeux d'argent, parce que je rappelle que l'objectif de ces entreprises est de gagner de l'argent, donc gagner de l'argent grâce à l'argent que vous perdez. Du côté du top 3, on nous met Verstappen à 1,33, Hamilton à 1,56, Leclerc à 1,94. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise du côté des cotes chez Winamax. Du côté d'Unibet, la cote est de 3 également pour la victoire de Max Verstappen, 3,25 pour celle de Lewis Hamilton, ce qui est totalement similaire à ce que nous avons sur Winamax. Là, le site vient de se mettre en PLS, donc c'est toujours sapin à ce moment-là. Du côté de Bwin, Max Verstappen, vainqueur, 2,40. Lewis Hamilton à 3,75, donc la cote est un petit peu supérieure pour Lewis Hamilton. Charles Leclerc à 6, Carlos Sainz à 7 et George Russell à 11, qui reste une cote très élevée. Pour Charles Leclerc, on peut voir les Français, Esteban Ocon à 81, et Pierre Gasly est à 67. Voilà, du côté des cotes. Et Mick Schumacher n'est qu'à 101, donc c'est-à-dire qu'il a une cote moins élevée que celle de Sébastien Vettel pour gagner ce Grand Prix. Pour les qualifications, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est pour la pole position, ce que je viens de dire au niveau des cotes, et pour la course, Verstappen est également à 2,40, donc il n'y a pas de changement. Du côté de la course, il est à 2,75, pardon, j'ai dit une bêtise. Max Verstappen, Hamilton est à 3,20, donc un peu mieux. Leclerc à 5,25, Carlos Sainz à 6,75 et George Russell à 8,75 de ce côté-là. Et puis je sors Parion Sport. Max Verstappen vainqueur 2,95, Lewis Hamilton 3,05, Charles Leclerc à 6. Un pilote français sur le podium, c'est à 8 en termes de cote, et un pilote français dans le top 6, c'est à 1,70. Si Mercedes gagne 2,50 et Ferrari à 3,75 et un hat-trick, c'est 4.
Voilà, si le pilote fait hard-trick sur ce premier Grand Prix, je vous rappelle, voilà, les jeux d'argent sont dangereux pour la santé. On termine avec le programme télé de ce premier week-end de la saison. Hop là. Eh bien, il faudra... la première séance de L1 sera entre 13h et 14h. Je rappelle qu'on n'aura qu'une heure de séance à chaque fois. EL2, 16h, 17h. Samedi, les EL3 entre 13h et 14h. Les qualifs, certainement sur Canal+, entre 16h et 17h. Et puis le course dimanche, 16h. 18h, avec la grille certainement une heure avant, donc à partir de 15h, peut-être même quelques documentaires. C'est un week-end sport mécanique, je crois, sur Canal, vu qu'il y aura également la MotoGP. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!